Ok, c'est parti pour la session des communications. Et sans plus attendre, puisqu'on a déjà perdu beaucoup de temps, il y a 11 communications à gérer. Je demanderai d'ailleurs à l'ensemble des orateurs de maintenir et de tenir le temps. Donc on va tout de suite donner la parole à l'équipe. Alors non, c'est pas le bon ça. On devait commencer par épisiotomie, me semble-t-il. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais commencer par je vais vous parler de perfusion placentaire et notamment d'une technique d'IRM qui va nous permettre de calculer la perfusion placentaire qui s'appelle l'ASL. L'arterial spin labeling, ASL, c'est une méthode non invasive qui nous permet de marquer les molécules d'eau, les protons des molécules d'eau, de façon à pouvoir avoir un échantillonnage et d'avoir un calcul de la perfusion au sein des différents vaisseaux, et donc ça fonctionne au niveau du placenta. Cette technique, elle nous intéresse particulièrement car il n'y a pas d'agent de contraste. C'est une méthode non invasive avec une technique fréquemment utilisée en obstétrique qui est l'IRM. Il y a différentes formes d'IRM, différentes façons de pouvoir quantifier cette perfusion en ASL. La continuous, en continuité, en pseudo-continuité, de façon pulsée ou avec une vélocité sélective en fonction de ce qu'on marque. Et donc, là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'affaire ASL, c'est ce qu'on a étudié. Nous avons fait le choix donc d'étudier l'affaire ASL pour étudier la perfusion placentaire. Nous avons regardé la reproductibilité, nous avons étudié la façon de segmenter pour quantifier cette perfusion et d'identifier des potentiels facteurs de confusion. Nous avons réalisé cette étude sur 2 groupes au cours de l'année 2021 sur la plateforme Lumière qui dépend de l'hôpital Necker enfants malades, un groupe de patientes normales donc, qui étaient consentantes sans contre-indication à l'IRM sur des grossesses normales entre 16 et 36 semaines d'aménorrhée et des patientes qui avaient un retard de croissance. Ces patientes ont bénéficié le même jour d'une échographie et d'une IRM qui était fait donc à 2 temps distincts, mais le même jour à 30 minutes d'intervalle. Des acquisitions donc ont été faites sur la localisation placentaire et différentes coupes pour nous permettre de quantifier cette perfusion. Étant donné que c'est une mise au point de la technique et notamment de la quantification par fer ASL, différentes épaisseurs de coupe ont été réalisées, 30 mm, 50 et 70 mm, afin de pouvoir comparer et calibrer la méthode. La segmentation a également été évaluée à la fois sur le placenta entier et sur différentes ROI par différents opérateurs en aveugle. Il y a 76 patientes qui ont été incluses. 55 grossesses normales ont finalement été interprétées et 4 retards de croissance. Donc vous voyez, c'est une image qui est très pixelisée, l'ASL, mais qui va nous permettre de regarder des données de perfusion placentaire. Finalement, les résultats, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que entre les grossesses normales et les grossesses avec le retard de croissance, même si les retards de croissance étaient très peu nombreux, pour le moment, il y a toujours un recrutement qui est en cours, mais nous en avions 4 au moment de l'analyse de ces résultats. Nous avons une différence de perfusion sur la quantification entre les grossesses normales et les grossesses avec un retard de croissance. Au niveau de la reproductibilité, de la reproductibilité des données, il y a encore des choses à améliorer. Et donc, on travaille sur la possibilité de pouvoir améliorer cette méthode et cette reproductibilité. Merci beaucoup. Les résultats, ils étaient concordants avec les autres études publiées dans la littérature, à la fois sur d'autres valeurs pour évaluer la perfusion placentaire, ce qui nous permettait de voir que c'était concordant, mais aussi sur d'autres valeurs d'ASL qui étaient également concordantes. Il s'agit de la plus large série de patientes enceintes incluant des patientes avec des grossesses normales de fer ASL. Les limites de l'étude, c'est le manque de puissance, notamment concernant le retard de croissance. Donc l'arterial spin labeling, l'ASL, avait déjà été évalué au cours de modèles murins et nous permettait de voir qu'il y avait une quantification de la perfusion placentaire qui était là aussi comparable aux autres études de la littérature. Quand on marque la région et
par rapport au plan qui est fait par rapport à une région anatomique d'intérêt qui est au niveau de la bifurcation de l'aorte. Et les données que nous avions étaient comparables aux autres données de la littérature. Il s'agit donc d'une étude de la perfusion placentaire non invasive en IRM qui est prometteuse pour les années à venir. C'est des marqueurs notamment d'insuffisance placentaire avant même de pouvoir déceler un retard de croissance, quelles que soient les courbes utilisées. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour le timing, c'est parfait. Donc on a le temps pour une question, un commentaire, une remarque. Très beau travail. Alors, sur le caractère recherche fondamentale, c'est super. Après, j'ai un peu du mal à voir les indications en population, puisque vous dites que ça intervient avant la restriction de croissance. C'est peut-être dans l'avenir pour différencier les restrictions de croissance d'origine vasculaire des autres ou Alors, ça peut être effectivement un point de vue diagnostique ou alors dans des populations à risque. Des populations à haut risque de retard de croissance, si éventuellement on a déjà peut-être un petit poids pour l'âge gestationnel un peu précoce sans pour autant avoir un RCU sévère, pourquoi pas aller plus loin pour optimiser la surveillance et rassurer à la fois les patientes. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. À votre sympo, on va donner la parole. Oui, donc on accueille Enora Park qui va nous parler des facteurs de risque d'encéphalopathie anoxo-ischémique, voire de décès en situation d'hématome rétroplacentaire. Donc, bonjour à tous, je suis Enora Park, je suis interne dans les hôpitaux de Paris en gynécologie obstétrique et je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse réalisé avec l'équipe de la maternité de Port-Royal concernant les facteurs de risque d'encéphalopathie anoxo-ischémique ou de décès néonatal en cas d'hématome rétroplacentaire. Donc, pour introduire rapidement le sujet, l'HRP en France, il a une incidence de 0,5 à 1 pour 1000 des naissances et à l'origine d'une mortalité périnatale aux alentours de 12%. On sait que c'est un facteur de risque indépendant de mortalité périnatale par le décollement placentaire qui crée l'asphyxie, voire l'encéphalopathie due à ce décollement, mais il est également associé à d'autres facteurs de risque de morbimortalité périnatale, tels que la prématurité, le retard de croissance intra-utérin ou le tabagisme maternel. Donc nous, on a cherché à identifier finalement des facteurs qui étaient associés à l'encéphalopathie anoxo-ischémique modérée ou sévère ou au décès néonatal en cas d'HRP symptomatique chez des fœtus qui étaient vivants et viables au diagnostic. Nos hypothèses étaient que le lieu de survenue de l'HRP, extra ou intra-hospitalier, et la sévérité du retentissement fœtal étaient associés à un risque accru d'encéphalopathie ou de décès néonatal. Donc, nous avons réalisé une étude rétrospective bicentrique comparative entre deux maternités périnatales de type 3 en Île-de-France, un recueil qui a été réalisé de 2006 à 2019 pour Créteil et de 2012 à 2019 pour Port-Royal. On a inclus toutes les grossesses singletons qui étaient compliquées d'un HRP qui étaient confirmées à l'accouchement avec naissance d'un enfant vivant. On a exclu les grossesses multiples, les interruptions médicales de grossesse, les morts fœtales et les issues néonatales inconnues. Et donc, notre critère de jugement principal, c'était la survenue d'une encéphalopathie modérée ou sévère ou un décès néonatal. Donc, on a étudié plusieurs variables de l'HRP. Donc, d'abord, les variables d'exposition. Comme je vous disais, on a séparé l'intra de l'extra-hospitalier. On a analysé le rythme cardiaque fœtal selon la classification AGOG. On a isolé les variables qui pouvaient être de confusion, c'est-à-dire des variables qui pourraient rentrer dans la morbimortalité périnatale, telles que le RCU, la prééclampsie, etc. Et d'autres variables dont on parlera précédemment ensuite dans les résultats. Donc là, c'est le flowchart de notre étude. Donc, sur les critères d'inclusion et d'exclusion dont j'ai parlé, on a pu individualiser 182 HRP qu'on a divisé en deux groupes. Donc, finalement, on avait 44 encéphalopathies décès et 108 autres issues néonatales. Donc, maintenant, concernant nos résultats, donc déjà d'un point de vue maternel, ce qu'on peut dire, c'est que nos deux groupes étaient comparables. On avait un taux important de facteurs de risque d'HRP, comme on les connaît, tel que le taux de prééclampsie, puisqu'on était aux alentours de 45%. On avait également un taux important de tabac. Et de ce qui concerne les IMC, on avait des taux plutôt comparables, un petit surpoids dans le taux d'encéphalopathie sans que ce soit significatif. Maintenant, concernant les caractéristiques obstétricales, donc dans toutes nos études, on avait 66% d'HRP qui étaient extra-hospitaliers, avec une prédominance dans le groupe d'encéphalopathie décès, puisqu'on était à 89%. Et la majorité des accouchements se faisaient par césarienne, quasiment la totalité. Et on avait également plus d'anesthésie générale dans le groupe de mauvaises issues néonatales. Maintenant, concernant le rythme cardiaque fœtal, donc on avait
plus de bradycardie et plus de rythme catégorie 3 ACOG dans le groupe encéphalopathie décès, sachant qu'il y avait 12 bradycardies qui avaient été juste évaluées à l'échographie et sans monitoring fœtal. Et on avait un délai de décision naissance qui était plus court dans le groupe d'encéphalopathie décès, c'était de 15 minutes, alors qu'il était de 20 minutes dans l'autre groupe. Concernant maintenant les caractéristiques néonatales, on avait un taux de prématurité dans notre étude qui était de prématurité modérée dans les deux groupes, aux alentours de 32-33 semaines d'aménorrhée. On n'avait pas de différence significative sur le taux de RCA ou de PAG, et d'une manière logique, on avait plus d'acidose et plus de score Apgar bas pour le groupe d'encéphalopathie décès. Donc, on a réalisé une analyse multivariée sur le centre qui permet de mettre en évidence que finalement, à chaque semaine d'âge gestationnel gagné, donc dès qu'on gagnait une semaine d'âge gestationnel, on avait une diminution du risque d'encéphalopathie décès qui était de 14%, puisqu'on avait un autre ratio à 0,86. Et concernant les HRP extra-hospitaliers et la bradycardie, on avait une augmentation significative du risque d'encéphalopathie et de décès, puisqu'on avait des autres ratios qui étaient respectivement de 5,79 et 8,55. Donc, une autre manière de mettre en évidence ces résultats, c'est avec cette arme, où finalement on voit que quand on avait l'existence d'une bradycardie seule, c'était le facteur le plus discriminant associé à une encéphalopathie ou un décès, parce qu'on avait 59% d'encéphalopathie de décès dans ce cas-là. Et quand on combinait et la bradycardie et la HRP extra-hospitalier, là on avait un taux important qui était de 68%. Inversement, à partir du moment où on n'avait pas de bradycardie, le risque d'encéphalopathie ou décès diminuait largement, puisqu'on était à 15%. Donc pour conclure et pour mettre en forme ces résultats, donc on avait 29% d'encéphalopathie modérée, sévère ou de décès néonatal en cas d'HRP chez un fœtus vivant en diagnostic. Deux facteurs associés principaux à cette mauvaise issue périnatale, l'accouchement immédiat après l'admission aux urgences et la bradycardie fœtale à l'admission. Et on avait une diminution de 14% du risque d'encéphalopathie de décès à chaque semaine d'âge gestationnel supplémentaire. Donc notre étude, on a quand même réussi à avoir un nombre conséquent de cas vu le caractère exceptionnel de la HRP. On a eu un recueil de données exhaustif en prenant tous les dossiers papier et en recueillant tous les dossiers des deux maternités. On a pu prendre en compte l'effet centre dans les multivariés et on a analysé le rythme cardiaque fœtal en aveugle. Donc forcément, c'est une étude rétrospective, donc on a quand même un possible biais de classement, notamment un biais de classement sur les HRP initialement. On n'a pas pu mesurer le délai pré-hospitalier qui était important là dans notre étude du fait du caractère péjoratif des HRP extra-hospitaliers, et on n'a pas évalué également les complications maternelles et les séquelles à long terme chez l'enfant. Donc voilà, donc comme je vous disais, on a distingué deux sortes d'HRP, ça permet quand même une meilleure information des familles, notamment en cas de pronostic défavorable. Et pour conclure d'une manière médico-illégale, finalement, tout ce délai de prise en charge préhospitalier, ça va être un facteur de risque non modifiable de complications néonatales sévères, voire de décès. Et même si on peut être très rapide pour l'accouchement, vu qu'on avait un délai là qui était de 15 minutes de naissance, finalement, ça ne va pas garantir l'absence de complications néonatales sévères par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ? Juste un commentaire, vous pourrez me donner bien sûr votre sentiment. On sent bien qu'on est sans doute en train de comparer des situations cliniques qui semblent assez différentes. Il y a le caractère intra- ou extra-hospitalier que vous nous avez bien explicité, mais on a l'impression qu'il y a quand même d'autres choses derrière, puisque, par exemple, moins de retentissement défavorable sur les délais de césarienne un peu plus longs, témoignant qu'on était sans doute dans des situations où il y avait moins de bradycardie, moins de détresse, peut-être des HRP qui certes ont été confirmés lors de la césarienne, mais dont on n'était pas complètement sûr au moment où on est intervenu. Est-ce que ça, vous n'avez pas réussi à le colliger par le caractère rétrospectif des données ? Nous, on s'est demandé déjà comment on allait confirmer les HRP. Est-ce qu'on faisait uniquement une donnée clinique avec le praticien qui dit oui, c'était un HRP, ou est-ce qu'on a repris tous les dossiers d'ANAPAT ? Et finalement, quand même l'ANAPAT, c'est pas toujours fiable pour l'HRP, on a décidé de faire uniquement le critère clinique de c'est un HRP en fait. On n'est pas allé fort. On a quand même enlevé tout ce qui était décollement placentaire hors HRP. Ça, on a dans le... Je suis content d'entendre que l'HRP, c'est pas tellement un diagnostic des anapates, parce qu'on le constate tous plus ou moins. Hein, où on se dit parfois peut-être que les anapates n'ont pas été bons dans tel ou tel moment, mais le vrai HRP avec un gros décollement, on envoie le placenta à l'anapate. Nous, on a vu l'HRP pendant la césarienne, il est évident, et un peu plus, il nous dit qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de cupule, parce qu'il n'y a pas d'autres données. Ah, oui.
est-ce qu'on ne pourrait pas nous reprocher une patiente qu'on n'a pas hospitalisée ou qui est sortie et qui va développer un hématome rétroplacentaire par la suite et dire c'est une perte de chance? Justement, dans notre recueil, on a regardé notamment les prééclampsies, si on avait des prééclampsies qui étaient suivies en ambulatoire et qu'on n'avait pas hospitalisé, qui étaient revenues avec un HRP, et c'est pas ressorti. C'est-à-dire que toutes nos prééclampsies, elles étaient hospitalisées parce que c'était plutôt les protocoles des deux services où on a fait l'étude. Et donc finalement, et pareil pour les RCU, c'est-à-dire que tous les RCU sont hospitalisés aussi à Port-Royal. Et donc finalement, on n'a pas trouvé de critères qui nous feraient dire que la patiente, elle aurait dû être hospitalisée pour diminuer ce risque, justement. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons passer à la communication suivante. C'est Didier Rittmüller lui-même qui va présenter sur césarienne code rouge. Voilà, je ne sais jamais comment ça marche, le monde du PC. On appuie sur quoi? Ah, ça y est, ça marche. Ok, oui, donc je présente le travail de Claire Dubois, qui est interne à Grenoble et qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. À propos des césariennes code rouge, on a tenté de créer une grille de pertinence qui permet l'analyse des pratiques sur une année au CHU de Grenoble-Alpes. Alors tout d'abord, si on regarde les chiffres en France, on est sur à peu près 20-21% de césariennes selon les enquêtes nationales périnatales, et il y aurait, entre guillemets, 2/3 des césariennes qui sont pratiquées en urgence. Ceci est un anglicisme et il faut arrêter d'utiliser ce genre de choses, puisque le urgent anglo-saxon, c'est simplement une situation où il n'y a pas d'implication immédiate sur un pronostic vital ou maternel, et donc on n'est pas du tout dans la situation de la césarienne véritablement en urgence selon la vision française. Donc nous, on est plutôt sur l'emergency, et ça doit représenter finalement très peu de situations de césarienne dans notre pays. Alors la classification en code couleur, elle est due à Olivier Dupuis de 2003, avec les 3 codes, et donc le code rouge, c'est des situations qui mettent à court terme en péril le pronostic vital, maternel et ou fœtal, et que donc le délai décision-naissance doit normalement être inférieur à 15 minutes. Alors le code rouge, c'est très bien, ça raccourcit les délais, mais ça veut dire que vous allez prendre un certain nombre de risques, puisque diminuer les temps, c'est modifier les procédures, et ces procédures peuvent être potentiellement à risque, avec une augmentation des complications pér- et post-opératoires, une augmentation significative au recours à l'anesthésie générale. D'ailleurs, d'aucuns disent que seuls les codes rouges avec une anesthésie générale sont des vrais codes rouges, on peut en discuter. Et puis effectivement, ça représente au final un taux assez peu important sur l'ensemble de vos accouchements, puisque ça doit être compris aux alentours de 1 à 2% des accouchements. Et sur notre pratique de 2019, à Grenoble, ça représentait 1,9%. Donc la question au quotidien, ça doit être finalement, j'ai pris des risques en induisant un code rouge. Est-ce que ces risques ont été justifiés? C'est-à-dire, est-ce que la pertinence de la décision d'un code rouge était finalement la bonne et adaptée à la situation? Donc on a essayé de créer cette grille de pertinence. La méthodologie, c'est une méthodologie Delphi que vous connaissez. Il y avait 11 experts nationaux reconnus de façon nationale et internationale dans le sujet, et on n'a pas sollicité les experts qui avaient déjà publié sur la problématique des codes rouges pour éviter justement un biais de comportement ou d'avis a priori. Et il a suffi de 2 tours pour valider cette grille de pertinence. Donc cette grille de pertinence, elle va définir 4 situations. Tout d'abord, le groupe 1 qui est l'indication hémodynamique maternelle, donc c'est une hémorragie massive ou un arrêt cardio-respiratoire maternel. Vous voyez que la validation a été unanime. Le groupe 2, c'est l'indication neurologique maternelle, une crise d'éclampsie avec une viabilité fœtale mise en péril. La validation concernait 10 sur 11 des experts. Le groupe 3, c'est un état fœtal évocateur d'une hypoxie fœtale majeure, c'est-à-dire un ralentissement prolongé qui va vous évoquer soit une prosinence du cordon, un hématome rétroplacentaire, on vient d'en parler, une rupture utérine ou une hémorragie de Benkiser. Et puis, lorsque vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous avez la bradycardie fœtale persistante, c'est-à-dire plus de 10 minutes, voire au-delà, et là aussi avec une très bonne concordance de la part des experts dans cette méthode Delphi. Et puis enfin, le dernier groupe qui avait été le plus discuté lors des échanges au cours des 2 tours, c'était l'échec d'accouchement instrumental ou de manœuvre, mais dans le cadre d'un contexte d'hypoxie aiguë supposé comme sévère, et non pas dans une situation qui était considérée comme normale d'un point de vue échange gazeux. Donc ceci permet effectivement d'évaluer chaque dossier selon cette grille de pertinence et donc
de calculer un ratio de pertinence, c'est-à-dire le nombre de césariennes qui a été classé par les praticiens comme code rouge, qui ont donc décidé la pratique d'un code rouge sur le nombre total de codes rouges. Donc, nous avons utilisé cette grille sur une année de pratique au centre hospitalier de Grenoble. Donc, c'est une étude rétrospective, observationnelle, unicentrique sur une année, toutes les césariennes code rouge de l'année 2019. Et puis ensuite, on a regardé un certain nombre de variables d'intérêt, bien entendu, avec les caractéristiques obstétricales maternelles, les éléments de l'accouchement, les caractéristiques du code rouge, les données néonatales, les complications, les suites de couches et la consultation du postpartum. Donc les résultats, il y avait 51 césariennes code rouge sur une année, donc ça en fait quand même quasiment une par semaine, ce qui n'est pas rien, avec un délai décision naissance qui était plutôt bon, puisqu'on était à 12 minutes, avec près de 85% des décisions code rouge qui étaient dans les recommandations, c'est-à-dire moins de 15 minutes. Une morbidité maternelle hors HPPI qui était quand même notable, hein, plus d'une femme sur 5 avait une morbidité maternelle significative. L'anesthésie générale, c'était plus d'un tiers des codes rouges. Et vous voyez que la morbidité néonatale, elle n'est pas nulle, bien entendu, puisqu'on est dans des situations à risque et à péril sévère, à la fois sur le versant maternel, mais aussi sur le versant fœtal. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait une morbidité néonatale aussi importante. Sur les indications principales, on avait les anomalies du rythme cardiaque fœtal en première indication, puis les proéminences du cordon, puis les suspicions d'HRP, et enfin les bradycardies fœtales. Lorsque l'on utilise cette grille de pertinence, vous voyez que moins de 60% des césariennes code rouge sont classables. Ça veut dire que 4 césariennes sur 10, sur les 51 que l'on avait fait, n'étaient finalement pas classables dans cette grille de pertinence, et donc on peut douter finalement du bénéfice réel attendu par rapport au risque que l'on prenait en induisant ce code rouge. Donc finalement, dans notre série, on avait près de 2 césariennes code rouge sur 5 qui étaient considérées comme inappropriées. Et puis, bien entendu, l'indication principale des césariennes non classables ou non classées, c'était les anomalies du rythme cardiaque fœtal dans plus de 2 tiers, presque 3/4 des cas. Donc il y a probablement un problème dans l'analyse ou dans la façon dont on va utiliser et déclencher le code rouge sur l'analyse de la rythmologie cardiaque fœtale. Et puis effectivement, on a regardé, mais ça avait déjà été publié par d'autres auteurs, on va y revenir, sur la problématique. On voit très bien que dans le code rouge pertinent, vous allez avoir une gazométrie beaucoup plus perturbée que dans le code rouge considéré comme inapproprié. Donc en discussion, on a regardé par rapport à 2 papiers, donc une équipe lyonnaise et une équipe lilloise. On voit qu'à Lyon, on est à 7 pour 1000 de l'ensemble des accouchements, et à Lille, on est à 2,2%. Finalement, l'indication principale dans l'ensemble de la littérature, c'est toujours anomalie du rythme cardiaque fœtal. Et puis, même si ces 2 équipes françaises qui ont publié sur le sujet n'utilisaient pas une grille de pertinence, ils avaient fait une analyse au cas par dossier par un collège d'experts, et ils considéraient là aussi qu'il y avait un problème de non-pertinence, et en particulier sur les anomalies de rythme cardiaque fœtal. Donc pourquoi est-ce qu'on déclenche sur une anomalie du rythme cardiaque fœtal ? Peut-être parce qu'on n'utilise pas les bonnes classifications, peut-être parce qu'on ne sait pas suffisamment bien interpréter les anomalies du rythme cardiaque fœtal, et puis donc parce qu'il y a un enjeu médico-légal, on le sait très bien. Donc très clairement, dans cette situation d'anomalie du rythme cardiaque fœtal, il y a une surestimation fréquente du degré et de la notion d'urgence, et en particulier d'urgence extrême. Donc l'anesthésie générale, ça augmente les risques, on le sait. Et puis dès qu'on accélère les choses, eh bien, on va augmenter la morbidité péri- et post-opératoire. Et puis il y a aussi la problématique du vécu, en particulier du syndrome de stress post-traumatique. On sait qu'il y a un tel stress de l'équipe et on va générer une telle activité autour de la patiente sans souvent avoir le temps d'une quelconque information que ça va laisser bien entendu des traces chez un certain nombre de patientes. Alors, ça a été déjà trouvé dans la littérature, je vous l'ai dit, cette problématique du pH. Donc pour conclure, le code rouge, c'est pour essayer de tenir compte d'un pronostic réservé à la situation à un temps T et donc améliorer les issues. Mais bien entendu, cette procédure va générer un certain nombre de risques. Et que donc il faut évaluer nos pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'on l'utilise par excès ou par défaut, et probablement qu'une grille de pertinence comme celle que l'on propose va vous permettre, chacun dans vos centres, d'évaluer la pertinence de vos indications de code rouge. Tout ça, bien entendu, dans le but d'harmoniser
des pratiques, ça peut être fait au sein d'un réseau, voire au-delà. Le taux de pertinence, nous, il faut vraiment qu'on travaille à Grenoble parce qu'on a quand même une situation qui est inquiétante. 2 césariennes sur 5 qui sont déclenchées en code rouge, qui probablement auraient dû être faites dans un code orange, voire un code vert, mais en tout cas certainement pas un code rouge. Donc la principale indication inappropriée, c'est les anomalies du rythme cardiaque fœtal. Donc les pistes d'amélioration, ça veut dire qu'il faut encore optimiser la formation à l'analyse du rythme cardiaque fœtal, et puis probablement faire des staffs réguliers d'analyse du rythme cardiaque des fœtus. Voilà, je vous remercie. Merci Didier. Des questions dans la salle? Je demande Didier, sur la grille de pertinence, les experts étaient assez d'accord pour dire que la crise d'éclampsie, c'était une bonne indication de code rouge, si j'ai lu comme il faut. Avec les recommandations actuelles, ça tombe, ça? Oui, c'est la SFAR qui considère qu'une éclampsie, c'est pas grave. Nous, on a quand même dit que c'était une crise d'éclampsie avec une inquiétude sur le pronostic fœtal. Voilà. Ah, d'accord. Mais il me semble quand même bien que ce soit compris comme ça, puisque à l'heure actuelle, la dame qui arrive, qui a convulsé à la maison, oui, on l'emmène pas au bloc opératoire soulagé tout de suite. Non, si tu as une évaluation du bien-être fœtal qui est correcte, et si par contre tu as une femme qui est dans tes murs en cours de travail, qui te fait une crise d'éclampsie avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal, même si ces anomalies ne sont pas a priori majeures, je pense quand même qu'il faut déclencher une césarienne très rapidement. Alors après, on peut discuter du code couleur, mais on avait beaucoup discuté là dans la méthode Delphi sur cette notion-là, puisque les recommandations, en particulier des anesthésistes, venaient de sortir concernant l'éclampsie. Oui. On espère la publier. Voilà. On espère la publier. Merci beaucoup. Alors nous accueillons maintenant Amine Kamoun. Est-ce qu'Amine Kamoun est ici? J'ai l'impression que non. Alors du coup, ça sera Alizé Freliger pour la morbidité maternelle et néonatale après tentative de naissance instrumentale. Donc moi, je suis chef de clinique à la maternité du CHU de Bordeaux. Je vous remercie de me permettre de présenter mon travail qui concerne la morbidité maternelle et néonatale après tentative d'extraction instrumentale. Donc les extractions instrumentales sont une alternative afin d'éviter une césarienne en fin de deuxième phase de travail qui repose sur une indication maternelle ou fétale, et les pratiques sont variées. Le taux d'extraction instrumentale varie à travers le monde entre 3 et 15%. En France, c'est environ 12% selon les chiffres de l'enquête nationale périnatale de 2016. Et le choix d'instruments de première intention repose également sur des pratiques variées. Il n'y a pas de recommandations de stratégie proposées par les sociétés savantes nationales ou internationales, et donc le choix de l'instrument de première intention repose sur le choix de l'opérateur selon les caractéristiques maternelles de la grossesse, du travail, de l'expérience de l'opérateur envers tel ou tel instrument, de l'indication, etc. Et un autre paramètre pouvant peser dans ce choix est également la prise en compte de la morbidité induite sur la femme ou l'enfant à naître en fonction du type d'instrument. Et à ce sujet, il existe un dilemme pour le praticien, puisque dans la littérature, on retrouve une tendance au surrisque de morbidité maternelle, notamment périnéale, après utilisation de forceps ou de spatule, et un surrisque de morbidité néonatale après utilisation de ventouses. Néanmoins, afin de mener des analyses comparatives robustes sur l'association entre l'utilisation d'un instrument et les conséquences maternelles et néonatales, il faudrait mener des essais cliniques randomisés avec une allocation aléatoire de l'instrument et une randomisation au cours de la décision de tentative de voie basse d'extraction instrumentale. Cela a été fait plus ou moins bien dans les années 80 à 2000 avec des effectifs très faibles et des méthodes de randomisation et des méthodologies critiquables. Et donc, aujourd'hui, la plupart des études reposent sur des études observationnelles qui ne prennent pas forcément en compte tous les biais de confusion, mais notamment le biais d'indication. Nos objectifs étaient d'évaluer la morbidité maternelle et néonatale sévère à court terme, puis les troubles du plancher pelvien à 6 mois après une tentative d'extraction instrumentale en fonction de l'instrument utilisé. Notre étude était une étude ancillaire d'une étude de cohorte prospective observationnelle qui avait été conduite dans une maternité universitaire française de type 3
pratiquant plus de 4000 accouchements par an. Elle incluait des femmes avec une grossesse monofœtale en présentation céphalique à terme et qui avaient une tentative d'accouchement par voie basse instrumentale. Toutes les extractions étaient pratiquées soit par un obstétricien senior ou par un interne sous supervision. Les extractions répondaient aux recommandations du CNGOF et chaque dossier était discuté de manière quotidienne en staff obstétrical afin de valider l'indication de l'extraction instrumentale et notamment la hauteur de la présentation fœtale au moment de l'extraction. Notre variable d'exposition était donc le type d'instrument utilisé pour la tentative d'extraction. On comparait les ventouses avec les forceps et les spatules. Et nos critères de jugement principaux étaient des critères composites de morbidité maternelle sévère à court terme d'une part, avec notamment les déchirures périnéales sévères, les complications périnéales, les déchirures cervicales, la nécessité d'élargir l'hystérotomie en cas de césarienne pour échec d'extraction, les hémorragies sévères et toutes les autres caractéristiques classiques de morbidité maternelle sévère. Le critère composite de morbidité néonatale sévère à court terme était également habituel. On a également recueilli des critères de jugement secondaires qui étaient la présence de symptômes d'incontinence urinaire ou anale à 6 mois après l'accouchement qui reposaient sur des autoquestionnaires validés. Nos analyses statistiques étaient assez classiques jusqu'à l'analyse multivariée par régression logistique, où on a sélectionné des variables d'ajustement qui nous semblaient pertinentes pour ce type d'association. Et donc notamment, on a considéré comme facteur de confusion potentielle l'âge maternel, l'IMC, la parité, le gain pondéral excessif pendant la grossesse, la suspicion anténatale de macrosomie, le déclenchement du travail, le déroulement du travail, la hauteur de la présentation et sa variété au moment de la tentative d'extraction, l'indication de l'extraction instrumentale et l'expérience de l'opérateur. La particularité de l'analyse reposait sur la réalisation d'un score de propension. L'objectif de cette analyse est de limiter le biais d'indication qui est inhérent aux études observationnelles qui analysent l'effet d'un traitement. Dans notre exemple, les femmes n'étaient pas randomisées pour recevoir l'instrument et donc le choix de l'opérateur de réaliser une ventouse ou bien des forceps reposait sur les caractéristiques des femmes, du travail, des conditions locales, et donc ça c'est le biais d'indication. Et donc le score de propension, il vise à reproduire a posteriori la configuration d'un essai clinique randomisé, et donc pour cela on comparait les femmes qui avaient un score de propension proche, c'est-à-dire la même probabilité d'allocation d'un traitement, donc ici de recevoir, d'avoir une extraction par forceps ou par spatule. Voilà, on pourra détailler les méthodes statistiques si vous le souhaitez. Donc concernant nos résultats, la sélection de la population, donc sur les 20 000 accouchements ayant eu lieu sur la période d'étude, environ 13% d'extraction instrumentale, après exclusion des patientes donc, avec des grossesses gémellaires, des accouchements prématurés, etc., puis de 10 patientes qui n'avaient pas d'informations concernant l'instrument utilisé, eh bien, nous avons inclus 2128 femmes ayant eu une tentative d'extraction instrumentale, 30% par ventouse, 70% par forceps ou spatule. Concernant les caractéristiques de notre population d'analyse, eh bien, sans surprise, évidemment, les caractéristiques des femmes différaient pour celles qui ont eu une extraction par ventouse ou pour celles qui ont eu une extraction par forceps et spatule. Et lorsqu'on s'intéressait aux critères de morbidité sévère, eh bien, il y avait une différence avec 5% de morbidité maternelle sévère dans le groupe ventouse, 10% dans le groupe forceps-spatule. Par contre, la morbidité néonatale sévère était à peu près comparable entre les deux groupes, entre 8 et 10%. Concernant les événements à 6 mois, environ 20% de symptômes d'incontinence urinaire et anale comparables entre les deux groupes. Attention, ici, le dénominateur a changé puisque seulement 44% des femmes avaient répondu au questionnaire à 6 mois, ce qui donnait quand même un échantillon de 934 patientes. Voici nos résultats principaux. Donc, sur cette figure, pour chaque événement d'intérêt, on retrouve la mesure d'association par odds ratio en fonction des différentes analyses. Là, le groupe de référence, c'était les femmes ayant eu une ventouse. Ainsi, on interprète les mesures d'association comme un surrisque de survenue de morbidité maternelle ou néonatale après tentative d'extraction par forceps ou spatule. Donc, quand on regarde la morbidité néonatale sévère en haut à gauche, eh bien, on voit que pour l'ensemble des analyses, l'odds ratio est plutôt stable et ne montre pas de surrisque significatif. Par contre, pour la morbidité maternelle sévère en rouge, eh bien, on retrouve un surrisque significatif après utilisation de forceps spatule dans l'analyse multivariée, mais par contre, ce surrisque diminue, voire disparaît après application d'un score de propension. Enfin, pour les critères de jugement à 6 mois, donc les troubles du plancher pelvien, on observe une tendance au surrisque pour chacune des analyses, mais ce n'est pas tout à fait significatif.
Donc, en synthèse des résultats, on a une prévalence de 5 à 10% de morbidité maternelle et néonatale sévère après tentative d'extraction, avec une diminution du surrisque de morbidité maternelle dans le groupe forceps spatule après contrôle du biais d'indication, 20% de symptômes d'incontinence urinaire et anale à 6 mois et une tendance au surrisque dans le groupe forceps spatule. Concernant les forces et limites de notre étude, eh bien, la population avait l'avantage d'une taille assez large, avec plus de 2000 tentatives d'extraction, un biais de sélection limité par l'inclusion successive de toutes les tentatives d'extraction et même des échecs de tentatives d'extraction au sein d'une maternité qui avait une politique de tentative de voix basse. On a tenté d'améliorer la validité interne des résultats en limitant les biais de confusion. De nombreuses variables d'ajustement ont été recueillies, notamment des variables qui sont peu présentes dans la littérature, comme la suspicion anténatale de macrosomie, la hauteur et la variété de la présentation, le biais d'indication, on en a parlé par le score de propension, et le biais de mesure des événements notamment. Mais on ne peut exclure des biais résiduels avec des biais de confusion non mesurés. Et on a également un manque de puissance sur les événements rares de morbidité sévère. Concernant nos critères de jugement secondaire, eh bien, plus de 50% des femmes ont été perdues de vue à 6 mois, mais ce taux il est plutôt comparable avec les études qui utilisent des auto-questionnaires en postpartum, et la comparaison des femmes répondantes aux femmes non répondantes n'a pas permis d'émettre de conclusions possibles sur le sens du biais de participation. Enfin, le délai d'évaluation des troubles du plancher pelvien à 6 mois peut paraître un peu court pour ce genre de pathologie. En conclusion, le choix de l'instrument en cas de tentative d'extraction est un sujet controversé. Le praticien est devant un dilemme qui doit évaluer la balance bénéfice-risque pour la mère ou l'enfant à naître. Il y a un intérêt à la maîtrise, enfin en tout cas la tentative de maîtrise du biais d'indication qui est inhérent aux études observationnelles à ce sujet. Et les résultats laissent davantage la place au choix de l'opérateur. Il serait intéressant également de prendre en compte des événements étiquetés comme non sévères et surtout du vécu des femmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires dans la salle? Là-bas, monsieur. Moi, en attendant, juste une remarque, vous avez vu sur votre diapo d'introduction, hein, vous mettez 3 beaux instruments solides, c'est-à-dire un tarnier, un susor et des spatules de Thierry, donc franco-français, hein, et vous mettez une ventouse nord-américaine. Donc, bon, ça ne me va pas bien. Est-ce que, monsieur, oui. Vous avez... Donc, est-ce que vous avez comparé les spatules au forceps? Et deuxièmement, les résultats pour les présentations postérieures entre les différents types d'instruments? La présentation postérieure, elle a été prise en compte dans l'analyse multivariée, dans la construction du score de propension. Donc ça, on a essayé de l'analyser comme ça. Et après, par contre, on a fait cette hypothèse de mettre les forceps et les spatules dans le même groupe, en comparaison ventouse, ce qui est critiquable pour certains aspects. Mais bon, voilà, on a fait cette hypothèse-là, en tout cas. Non, mais ça prouve que les Nord-Américains ne connaissent pas les spatules et oui. Qu'ils les confondent avec les forceps. Oui. Parce que peut-être que dans un journal, on va dire plus européen, vous auriez eu plus de mal à vendre ce package, puisqu'on est sur des principes mécaniciens qui sont totalement, mais totalement différents, et avec des risques maternaux-fœtaux qui sont totalement différents, même si la littérature sur les spatules, effectivement, est totalement insuffisante, puisque les auteurs français, malheureusement, ne publient pas assez là-dessus. Donc, je trouve que ça pose un problème. Après, on sait de longue date hein, que pour le périnée, ma foi, le seul instrument qui n'augmente pas le diamètre de la présentation, c'est la ventouse. Donc clairement, sur le pronostic maternel, c'est meilleur. Sur les variétés postérieures, à partir du moment où on fait, parce que le problème c'est ça aussi, et c'est l'analyse des pratiques, est-ce qu'il y a de la grande rotation ou pas encore à Bordeaux ou pas? Je pense pas. Non, là c'était une contre-indication. Et puis j'ai vu que majoritairement vous faisiez quand même des spatules, donc oui. Ça aurait été un point de vue analyse factuelle très intéressant d'avoir justement ça et de vendre justement le plan B pour moi de l'accouchement instrumental qui aujourd'hui sont les spatules, puisque les pratiques de forceps en Amérique du Nord, c'est même plus 1% des accouchements. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? D'autres questions? Tu voulais rajouter quelque chose, Denis? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok, est-ce que... Ouais, il ne doit pas être présent. Donc, est-ce que Lise est là? La VME, vaste débat.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lisa Randarzik, je suis interne du CHU de Nantes. Je vais vous présenter aujourd'hui mon travail qui s'intitule « Prise en charge des versions par manœuvre externe en France, une évaluation nationale des pratiques ». Pour commencer, quelques chiffres basés sur l'enquête nationale périnatale de 2016. Les fœtus en présentation du siège représentent 4,7% des accouchements à terme et on retrouve chez les fœtus en présentation du siège un taux de césarienne élevé à 81% alors qu'il est de 12% chez les fœtus en présentation céphalique. Par rapport à un accouchement par voie basse, la césarienne est associée à une augmentation de la morbimortalité materno-fétale, une diminution de la qualité de vie des patientes et une augmentation en termes de soins, de coûts en termes de soins. Pour diminuer les fœtus en présentation du siège et donc diminuer le taux de césarienne, le CNGOF recommande de proposer systématiquement une version par manœuvre externe à partir de 36 semaines d'aménorrhée à toutes les patientes concernées, c'est-à-dire aux patientes qui ont un fœtus en présentation transverse ou en présentation du siège. La VME a pour but d'induire une rotation du fœtus vers une présentation céphalique en exerçant une force manuelle externe. Les recommandations pour la pratique clinique du CNGOF en 2020 recommandent également d'y associer systématiquement une tocolyse par voie intraveineuse, par atosiban ou par métamimétique afin de favoriser le relâchement utérin et d'augmenter le taux de succès des versions par manœuvre externe. Dans la littérature, le taux de succès des versions par manœuvre externe se situe entre 39 et 65%, mais en pratique, dans certaines études, il est plutôt situé aux alentours de 20%. Les facteurs prédictifs de succès des versions par manœuvre externe sont notamment la multiparité, un terme inférieur à 38 semaines d'aménorrhée, un fœtus en présentation transverse ou encore l'absence d'obésité morbide maternelle. La pratique des VME en France semble être hétérogène et c'est pourquoi nous avons décidé de réaliser un état des lieux sur ces pratiques dans les différentes maternités françaises et notamment sur l'utilisation de cette tocolyse un an après la publication des RPC. Pour cela, nous avons mené une étude nationale descriptive multicentrique réalisée grâce à un questionnaire en ligne sur la plateforme Google Forms. Ce questionnaire comprenait 25 questions, avec notamment des informations générales sur les maternités, des informations sur la pratique générale des VME et encore sur l'utilisation ou non de cette tocolyse. Ce questionnaire a été diffusé par courrier électronique entre mars et mai 2021 à toutes les maternités françaises, publiques ou privées, un territoire d'outre-mer inclus, soit 517 maternités françaises au total selon les chiffres de l'enquête nationale périnatale de 2016. Les réponses ont été stratifiées en fonction du niveau de soins des maternités, c'est-à-dire maternité de type 1, de type 2A, de type 2B ou de type 3. Nous avons obtenu 150 réponses, ce qui fait un taux de participation à 29%. Toutes les régions françaises ainsi que tous les types de maternités étaient représentés et on remarque que la grande majorité des personnes qui avaient répondu à notre enquête étaient des gynécologues obstétriciens, dans 88,7% des cas, suivis des sages-femmes. Parmi les maternités ayant répondu à notre enquête, 95,3% d'entre elles proposent systématiquement une VME aux patientes concernées et pratiquent en moyenne 55 VME par an. Le taux de succès déclaré était de 38% et 49,7% d'entre elles réalisaient systématiquement un test de Klein-Hour après une VME. Si on regarde maintenant l'utilisation de la tocolyse, on constate qu'un petit peu plus de la moitié, soit 52,4% des maternités pratiquant une VME, y associaient une tocolyse 30 minutes avant la réalisation de la VME. Pour les molécules utilisées, si on prend toutes voies d'administration confondues, on constate que le salbutamol était la molécule la plus utilisée, mais si on s'intéresse uniquement à la voie d'administration intraveineuse, qui était la voie d'administration recommandée par le CNGF, on constate que l'atosiban était utilisé dans 30,7% des cas, notamment dans les maternités de type 2B ou de type 3, suivi du salbutamol par voie intraveineuse à 24%, majoritairement dans les maternités de type 1 ou de type 2A. La nifedipine par voie orale était, elle, utilisée dans 22,6% des cas, alors qu'elle n'avait pas été recommandée. 20% des maternités utilisant une tocolyse déclaraient des effets secondaires. Ces effets secondaires étaient des effets non graves et on retrouvait principalement des épisodes de nausées et vomissements, des épisodes d'hypotension artérielle maternelle ou encore une tachycardie maternelle. Ces effets étaient surtout secondaires à l'utilisation du salbutamol. Une diapo rapide sur la littérature qui avait appuyé ces recommandations pour la pratique clinique. On constate dans la littérature sur le taux de succès immédiat que les BT-mimétiques sont significativement plus efficaces que l'atosiban. Cependant, dans ces mêmes études, sur le taux de succès à l'arrivée en travail, c'est-à-dire sur le taux de présentation céphalique en travail ainsi que sur le taux de césarienne, les résultats étaient non significatifs pour toutes les études.
Si on regarde la tolérance de cette tocolyse, les résultats sont concordants avec ceux de notre enquête, puisqu'on constate que les bêta-mimétiques étaient beaucoup plus responsables et significativement que l'atosiban. On peut alors dire que les bêta-mimétiques semblent avoir une efficacité un peu meilleure que l'atosiban sur le taux de succès immédiat des VME, mais au gré de nombreux effets secondaires. Parmi l'autre moitié des maternités qui n'utilisaient pas de tocolyse, celle-ci le justifiait soit par un coût élevé des molécules et notamment de l'atosiban, soit par une mauvaise tolérance maternelle, notamment du salbutamol qui les rebutait à l'utiliser. Actuellement, il n'existe aucune étude en population française qui compare les tocolytiques dans la VME, notamment sur l'efficacité, sur la tolérance et les conséquences materno-fétales, ainsi qu'en termes de coûts. On peut conclure en disant qu'un an après la publication des recommandations pour la pratique clinique, seuls 52,4% des maternités utilisent une tocolyse pour la réalisation de la VME, alors que celle-ci est recommandée. Le choix des tocolytiques semble différer en fonction des maternités. Et il pourrait être intéressant de proposer une nouvelle étude afin d'évaluer l'efficacité de ces différents tocolytiques en France dans la VME. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vois que Guillaume Ducarme est là. C'est lui qui a rédigé le chapitre sur la VME. J'aimerais juste avoir son éclairage sur le fait que la tocolyse soit recommandée pour la VME, parce que je ne l'avais pas tout à fait compris comme ça, moi. J'avais compris que ça pouvait augmenter le taux de succès, mais qu'on n'allait pas jusqu'à dire qu'une VME impliquait l'usage d'une tocolyse intraveineuse. La phrase, c'est pas recommande. On avait effectivement, sur la revue de la littérature, montré que, comme vous a montré Lise, il y avait une amélioration du taux de succès. Et on n'avait pas été capable de se prononcer sur la molécule. Parce que la seule étude bien faite, c'est celle de Welzel, et elle n'était pas en faveur de l'atosiban, elle était en faveur des bêta-mimétiques, mais ça jouait sur une patiente. Donc non, il n'y a pas de... C'est pas recommande, mais c'est quand même... Enfin, le but de la VME, c'est quand même transformer des sièges en tête, et donc de limiter le risque de césarienne. Voilà. Donc, a priori, on n'avait pas pu écrire recommande au sens collège du terme, mais c'était quand même très en faveur. On est d'accord, Guillaume, que cette préconisation, elle a surtout du poids dans les équipes à fort taux de césarienne dans le siège. Puisque quand tu es dans une équipe qui a 30 ou 35% de césarienne sur siège, la VME ne change strictement plus rien. On est d'accord. C'était pour ça que dans le groupe, on avait mis des gens qui faisaient 100% de césarienne sur siège. Tu vois à qui je pense. Exactement. D'autres commentaires dans la salle ? Merci beaucoup. Ah oui, je vois un doigt qui se lève. Question rapide par contre. Oui, rapide. Bonsoir. Ce qui m'embête un peu, c'est le terme auquel on fait la version. Parce que beaucoup de fœtus vont retourner dans les 2 semaines qui suivent, qui vont se retourner tout à fait spontanément en présentation céphalique. 36 semaines, j'estime quand même que c'est très tôt de dire que l'enfant ne va plus se retourner. Sur les données des recommandations, en fait, quand on est vers 36-37 semaines, les chances de version spontanée ne sont pas très très élevées. C'est pour cette raison que dans l'appréciation bénéfice-risque, effectivement, ne pas faire une VME pour rien, mais non plus ne pas diminuer nos chances de succès, parce que quand on attend à cet âge-là, on diminue les chances de succès. On avait recommandé cet âge de 36 semaines à peu près. Autant à 32 semaines, oui, il ne faut pas chercher à les verser, mais quand on arrive à 36, il faut vraiment se poser la question. Merci. Ok, c'est Isabelle. C'est ça. Allez, go Isabelle. Le timing est plutôt pas mauvais pour l'instant. Si on peut continuer sur ce rythme-là, c'est super. Donc, alternative à préférer après un échec de maturation par dinoprostone chez les femmes à terme. Bonjour à tous, je suis Isabelle Prado, je suis assistante à l'hôpital de La Roche-sur-Yon et je vais vous présenter l'étude que j'avais menée entre le CHU de Nantes et le CHD de La Roche-sur-Yon sur les alternatives de maturation de seconde ligne après un échec de maturation par dinoprostone vaginal. Donc le taux de déclenchement artificiel du travail en France, il est stable depuis les années 2010 aux alentours de 22%. L'évaluation de score de Bishop permet de déterminer le type de déclenchement qu'on va choisir et lorsqu'on a un score de Bishop qui est inférieur à 7, on va réaliser plutôt une maturation cervicale.
Cette maturation, elle peut être réalisée de manière mécanique avec, par exemple, le ballonnet de Cook, ou de manière pharmacologique avec l'introduction de prostaglandines de synthèse telles que le dinoprostone propes ou le misoprostol. Ces dernières années, le propes était utilisé en première intention dans 57% des cas, avec un taux d'échec de propes, c'est-à-dire un col qui restait défavorable après 24 heures de propes, qui était estimé entre 26 et 39% selon les études. Donc on s'est donc posé la question de si on a un col défavorable après 24 heures de propes, quelle alternative de maturation de deuxième ligne est à préférer? Est-ce qu'il faut mettre un deuxième propes? Est-ce qu'on met plutôt un ballonnet de Cook ou est-ce qu'on réalise un protocole Angusta? Donc pour évaluer cela, on a réalisé une étude observationnelle rétrospective bicentrique au sein des maternités du CHU de Nantes et du CHD de La Roche-sur-Yon entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Donc les patientes avaient une indication de maturation, 24 heures de propes et si elles avaient un score de Bishop qui restait inférieur à 6, on réalisait une deuxième ligne de maturation selon les habitudes des praticiens qui pouvaient être donc propes, ballonnet de Cook ou Angusta. On a inclus toutes les patientes qui avaient une grossesse monofétale, un âge gestationnel supérieur à 37 semaines d'aménorrhée, un bébé en présentation céphalique, et on a exclu les utérus cicatriciels et les patientes qui avaient une rupture prématurée des membranes avant le travail. Notre critère de jugement principal, c'était le taux de césarienne, et les critères de jugement secondaire, c'était la morbidité maternelle avec notamment le taux d'hémorragie de la délivrance, et la morbidité néonatale avec un pH artériel inférieur à 7,10, un transfert en unité de néonatologie. Donc au total, on a pu inclure 192 patientes, 115 au sein du CHD de La Roche-sur-Yon et 77 sur le CHU de Nantes. Parmi ces patientes, 66% avaient deux propes, 27% propes puis ballonnet et 6% propes puis Angusta. Nos populations étaient similaires concernant les caractéristiques maternelles et les principales indications de maturation, c'était terme dépassé, suivi de diabète gestationnel, suspicion de macrosomie et prééclampsie. Donc quand on regarde nos résultats, finalement on n'a pas retrouvé de différence sur le mode d'accouchement, notamment sur le taux de césarienne. On avait des taux de césarienne qui étaient aux alentours de 40-45% pour tous les groupes, donc relativement élevés tout de même. Par contre, pour ce qui est du risque d'hémorragie de la délivrance, on avait un surrisque dans le groupe propes Angusta avec un odds ratio qui était à 3,7, mais pas plus d'utilisation de Nalador, donc probablement moins d'hémorragie sévère. Pour ce qui est du critère de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, donc c'était les bébés avec soit un pH inférieur à 7,10, soit un transfert en néonat ou un Apgar inférieur à 7 à 5 minutes de vie. On n'a pas retrouvé de différence significative et on avait très peu d'événements dans ce sens-là. Donc finalement, quand on regarde la littérature, il n'y a pas eu beaucoup de sujets d'études sur ce sujet. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu des études entre un deuxième propes sur un col défavorable ou déclenchement par ocytocine d'emblée sur col défavorable après 24 heures de propes. Il y a notamment l'étude d'Antonazzo, qui est une étude randomisée sur 94 patientes, et il a retrouvé un taux de césarienne dans le groupe A, donc les patientes qui avaient deux propes qui étaient de 44%, donc assez similaire à notre étude, qui était plus faible que dans le groupe B, les patientes qui avaient de l'ocytocine sur un col défavorable. Et des pertes sanguines également qui étaient plus importantes dans le groupe ocytocine d'emblée. Une autre étude rétrospective, c'est celle de Morsenson, c'est sur 91 patientes. Là aussi, il a comparé en deuxième ligne, soit un deuxième propes, soit un ballonnet, et il retrouvait pas de différence sur ces deux méthodes. Donc finalement, notre étude elle a quand même porté sur 192 patientes, ce qui est plus important que la plupart des études sur le sujet dans la littérature. Par contre, on avait peu de données sur les patients qui avaient un propes puis un Angusta, donc ça entraîne forcément des biais, et ce qui ne nous a pas permis non plus de réaliser d'analyses multivariées. Et ça reste bien sûr une étude rétrospective, donc les résultats sont interprétés avec précaution. Donc pour conclure, dans notre étude, pas de différence significative sur le taux de césarienne, un état néonatal similaire dans les trois groupes, un surrisque d'hémorragie de la délivrance dans le groupe propes puis Angusta qui sera reconfirmé. Donc finalement, pour le moment, on n'a pas d'argument scientifique pour choisir une méthode plutôt qu'une autre. Répéter les maturations augmente le temps d'hospitalisation en prénatal au prix d'un taux de césarienne qui reste quand même élevé.
Et donc il est important d'évaluer le vécu des patientes parce qu'on sait qu'un travail prolongé est souvent associé à un mauvais vécu. Il est très important donc de les informer de la prise en charge et dans la mesure du possible de leur laisser le choix. Et bien sûr, des données supplémentaires seront nécessaires pour conclure à l'efficacité et à l'innocuité de ces différentes techniques afin d'homogénéiser les pratiques entre les maternités. Merci pour votre attention. Merci. Des questions peut-être dans la salle? Il y a au moins 2 essais randomisés français en cours sur quoi faire après adenoprostone, Rodino. Là. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de Limoges dans la salle. Je crois que le centre de Limoges maintenant est le seul à poursuivre leur étude en unicentrique. Et puis au PIC, qui a démarré. Oui, bravo pour ce travail, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de choses. Moi, j'ai juste toujours le même problème, c'est indication, quoi. C'est-à-dire que quand il y a une indication médicale de déclenchement, aller dans la succession d'un certain nombre de méthodes pour aboutir à l'accouchement, ça veut dire que quand même, est-ce qu'on a bien indiqué au départ? Donc moi, je ne suis pas très client de ça, mais je sais que ce sont des pratiques qui sont réalisées, donc il faut les analyser. Et il faut publier, d'autant plus que vous montrez que finalement, ce n'est pas si bon que ça en termes de résultats. Il faut peut-être s'interroger en amont. Donc bravo pour ce travail. Merci. Je me posais la question sur la distinction entre primi et multipare. Alors, on a pris toutes les patientes primi et multipare. Bien sûr, là, du coup, on avait une majorité de patientes qui étaient primipare parce que c'est plutôt elles qui ont des cols moins favorables et qui répondent moins bien à une première ligne de maturation. Mais on avait des primi et des multipares dans notre étude. Est-ce que la durée totale de la provocation a été comparée dans les différents groupes? Oui, on avait des durées entre le début de la maturation et l'accouchement qui étaient similaires dans nos 3 groupes. C'était environ 60 heures, donc c'est quand même long. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va maintenant accueillir Rosemarie Morgan qui va nous parler des pratiques de l'épisiotomie à Robert Debré. Vous expliquerez à Didier ce que c'est. L'épisiotomie, c'est une technique innovante qui va bientôt arriver dans ton service. Donc, je suis Rosemarie Morgan, je suis interne dans les hôpitaux de Paris et je vais vous présenter un travail intitulé « Les pratiques de l'épisiotomie de 2004 à 2020 et association entre épisiotomie et lésions obstétricales du sphincter anal ». Donc, depuis les recommandations du CNGOF de 2005 sur la pratique de l'épisiotomie, on a vu le taux d'épisio en France diminuer de 47% en 2002 à 20% en 2016. Ces recommandations, elles étaient basées sur de nombreuses études qui affirmaient que l'épisiotomie ne protégeait pas des lésions obstétricales du sphincter anal, mais selon des études plus récentes, l'épisiotomie pourrait protéger des LOSA en cas d'accouchement instrumental. C'est pour ça qu'on a trouvé nécessaire de faire cette étude pour savoir s'il y avait vraiment une population qui pouvait bénéficier de l'épisiotomie et également que dans les études antérieures, les taux d'épisiotomie étaient comparés soit dans des populations globales de femmes enceintes, soit dans des sous-groupes basés sur la parité et ou le mode d'accouchement. Donc on s'est basé sur une nouvelle classification selon des critères obstétricaux et maternels, comme la parité, si c'était une grossesse singleton ou multiple, la présentation fétale, le terme et le mode d'accouchement. Cette classification, elle a été publiée en 2019 par Desplanches. Elle permet donc d'évaluer des pratiques, de s'affranchir des biais liés à l'hétérogénéité des populations incluses, ainsi que de déterminer dans quel groupe le taux d'épisiotomie peut être diminué sans augmenter le taux de LOSA. Donc cette classification, elle comprend 7 groupes mutuellement exclusifs. Donc vous avez les nullipares à terme, les nullipares à terme avec extraction instrumentale, les multipares à terme avec extraction instrumentale, les accouchements prématurés, les présentations du siège et les grossesses multiples. Donc le premier objectif de notre étude, c'était d'appliquer cette nouvelle classification pour évaluer nos pratiques d'épisiotomie et deuxièmement, d'évaluer l'association entre épisiotomie et LOSA. Donc c'est une étude observationnelle rétrospective monocentrique qui a eu lieu dans une maternité universitaire de niveau 3 entre 2004 et 2020. Les critères d'inclusion, c'était tous les accouchements voix basse après 25 semaines et les critères d'exclusion, les morts fétales in utero, les IMG, les accouchements extra-hospitaliers et les césariennes, ce qui nous a permis d'inclure 39 487 patientes.
Le critère de jugement principal de notre étude, c'était le taux global d'épisiotomie, son évolution au cours du temps, ainsi que dans chaque groupe de la classification. Et le critère de jugement secondaire, c'était le taux de l'OSA du 3e et du 4e degré, son évolution globale et dans chaque groupe. Donc, concernant les résultats de l'épisiotomie, donc on peut voir l'évolution du taux d'épisiotomie qui est passé de 43% en 2004 à 20% en 2020, avec donc une diminution significative de plus de 50%. Donc là, c'est notre premier tableau de résultats où vous avez le taux d'épisiotomie dans chaque groupe, ainsi que dans la population totale, et la contribution de chaque groupe au taux d'épisiotomie. Donc, premièrement, on peut remarquer que le taux d'épisiotomie dans la population globale était de 34,5%. Le groupe dans lequel le taux d'épisiotomie était le plus élevé était les nullipares à terme avec extraction instrumentale avec un taux de 84,5%. Le deuxième groupe était les multipares à terme avec extraction instrumentale avec un taux de 63,9%. Et le troisième groupe, c'était les grossesses simples avec un fœtus en présentation du siège avec un taux de 45,5%. Et le groupe qui contribuait le plus au taux d'épisiotomie était le groupe 2, les nullipares avec extraction instrumentale, qui représentait environ un tiers des pratiques d'épisiotomie. Concernant les résultats des LOSA, donc là c'est le diagramme du taux du nombre de LOSA par an, donc qui est entre 7 et 15 selon les années, mais qui est resté plutôt stable pendant la période d'étude. Donc là, vous avez le même tableau, mais concernant les LOSA. Donc premièrement, on peut remarquer que le taux de LOSA était de 0,37% dans la population totale. Le groupe dans lequel le taux de LOSA était le plus élevé était les nullipares à terme avec extraction instrumentale. Il y avait un taux de 1,24%. Et le deuxième groupe était les multipares à terme avec extraction instrumentale qui avait un taux de LOSA de 0,9%. Et le groupe qui contribuait le plus au taux de LOSA était les nullipares à terme avec extraction instrumentale qui représentaient environ la moitié des LOSA. Concernant l'association entre épisiotomie et LOSA, donc là vous avez un tableau qui compare les taux de LOSA sans épisiotomie et les taux de LOSA avec épisiotomie dans chaque groupe de la population. Et le seul groupe pour lequel on a trouvé une diminution significative du taux de LOSA en pratiquant une épisiotomie sont le groupe numéro 2, les nullipares à terme avec extraction instrumentale avec un petit p à 0,005. Donc pour synthétiser, nous avons retrouvé une diminution significative du taux d'épisiotomie en 16 ans dans chaque groupe et dans la population totale, sans augmentation parallèle du taux de LOSA. Le groupe de patientes le plus à risque d'épisiotomie et de LOSA sont les nullipares à terme avec extraction instrumentale. Et nous avons retrouvé que l'épisiotomie était un facteur protecteur de LOSA uniquement dans ce groupe, dans notre étude. Donc, concernant les forces de notre étude, donc c'est la durée sur 16 ans qui nous a permis d'avoir une évolution significative des taux d'épisiotomie et de LOSA, ainsi que d'avoir un effectif de plus de 39 000 patientes. Les limites sont que c'est une étude monocentrique, mais qui peut aussi assurer l'homogénéité des pratiques et des protocoles. La deuxième limite, c'est que dans la maternité de l'étude, les extractions sont principalement faites par forceps dans plus des 3/4 des cas. Et ça peut diminuer notre validité externe, sachant qu'en France, plus de la moitié des extractions sont faites par ventouse. Et la dernière limite, c'est que nous nous sommes limités à l'étude des LOSA grade 3-4 et nous n'avons pas étudié les LOSA 1-2 ni les complications à long terme. Donc en conclusion, les épisiotomies semblent protéger des lésions obstétricales du sphincter anal chez les nullipares à terme avec extraction instrumentale. Le taux d'épisiotomie semble pouvoir être diminué dans les autres groupes sans exposer les femmes au risque de LOSA. Et nous n'avons pas retrouvé d'augmentation du taux de LOSA parallèlement à la diminution significative du taux d'épisiotomie sur 16 ans. Merci. Ok, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Oui, Vincent. Merci pour ce très beau travail qui effectivement reprend sur pas mal d'années votre diminution et votre évolution des pratiques, et ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je suis assez étonné quand même du taux d'épisiotomie à 20%. C'est bien dans votre population générale? Oui, dans la population totale. Ok, parce que je trouve qu'en même qu'il est encore assez élevé. Alors nous on est plutôt aux alentours de 4-5%. Après par contre on a plus de LOSA. Donc c'est vrai qu'on est plutôt aux alentours de 2% de LOSA en population générale. Vous êtes effectivement un petit peu moins. Mais c'est vrai que je suis assez étonné de cette différence encore assez importante.
Peut-être que c'est... Vous faites quoi comme extraction principalement? Alors on est effectivement plutôt sur des ventouses, mais c'est vrai que si c'est en population, autant ça serait que sur les extractions, les accouchements instrumentaux. Voilà, on pourrait effectivement lier ça au forceps, mais si c'est en population générale, même si on a beaucoup d'accouchements instrumentaux, c'est vrai que... Nous, on a 22,5% de taux d'extraction instrumentale. CQFD. Ouais, c'est ça. Alors, vous aviez très bien commencé votre topo en parlant d'accouchement instrumental, et puis après, ça a dérapé, vous parlez d'extraction instrumentale. Pardon. Non, mais je vous dis ça, c'est simplement la façon dont on parle aux gens. C'est vrai que l'extraction, c'est pas très joli, et ça peut être très mal connoté par les femmes, et elles ont raison d'ailleurs. C'est comme quand on parlait de souffrance fœtale. Je pense qu'il y a des termes qu'il faut définitivement bannir. C'est un accouchement comme un autre. On aide la femme avec un instrument, mais on ne fait pas une extraction. L'extraction, c'est un terme de dentisterie. Ça ne me va pas du tout. Alors effectivement, corrigez-moi si je me trompe, mais quand vous faites un accouchement instrumental, il y a 80% d'épisiotomie. Donc, sur les 16 années, dans le groupe 2, les nullipares à terme avec extraction instrumentale, effectivement, on avait un taux donc, qui a beaucoup diminué, mais... Presque 85%, je crois. Donc ça veut dire que vous avez 15% des nullipares à qui vous faites un instrument, donc à qui vous assistez à la naissance, pour lesquels vous ne faites pas d'épisiotomie. Mais vous ne la faites pas pourquoi? Puisque c'est quasiment une attitude systématique. Ne serait-ce pas parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous ne contrôlez pas correctement le périnée? Ça, franchement, on a exactement la même problématique dans l'analyse de la littérature de Deleuve, donc qui est encore une des personnes qui essaye encore de nous convaincre qu'il faut systématiser l'épisiotomie quand on fait un accouchement instrumental. Et effectivement, ils sont à 90% d'épisiotomie quand ils font un forceps. Moi, je pose la question, pourquoi dans 10% des cas, vous ne faites pas d'épisiotomie? Ça dépend. Non, mais là, ça ne dépend pas. À mon sens, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. C'est comme les gens qui veulent aller vers le 100% de césarienne dans le siège, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont 10 à 15% de siège inopiné. Donc, c'est un vrai problème dans l'analyse. Et quand vous dites que semble protéger le périnée d'une lésion du sphincter de l'anus, c'est dans la situation d'une pratique très libérale de l'épisiotomie, associé à une pratique très majoritaire du forceps. Simplement ça. C'est-à-dire que tout le reste me convient. Et puis utiliser la classification de Bourgogne pour classer les épisiotomies, c'est bien, c'est encore une classification française, donc allons-y, ce n'est pas une classification irlandaise comme pour les césariennes. Donc moi je pense que ce travail, vous l'avez publié déjà ou pas? Vous l'avez publié, d'accord. S'il vous plaît, moi je voulais vous poser une question. Cette chute importante de taux d'épisiotomie de 46 à 20% sur une population de 2004 à 2022, je ne sais pas. Comment vous pouvez expliquer cette baisse significative? Parce qu'il y a eu les recommandations du CNGOF sur le sujet et que probablement... Donc ça veut dire qu'on les faisait à tort avant? Évidemment. Oui, bien sûr. Oui, très clairement, et même il faut qu'ils continuent de progresser parce qu'avec les 20%, ils sont nettement au-dessus des moyennes de ce qui se pratique actuellement. On va attendre les chiffres de l'enquête nationale périnatale de 2021, mais très probablement que les chiffres nationaux seront plus proches des 10% que 5 à 10% que des 20%. Mais est-ce qu'il y a eu une étude avec cette chute sur le poids du fœtus, sur le périnée de la femme? Est-ce que c'est des femmes qui ont des périnées relâchés? Est-ce qu'il y a un relâchement? Non, mais il y a plein de littérature sur le pronostic fonctionnel lié à la pratique ou non de l'épisiotomie. On a du grade A scientifique dans les recommandations du collège, donc la pratique libérale de l'épisiotomie sur un accouchement par voie naturelle n'a pas lieu d'être. Il faut avoir une pratique restrictive. D'accord. Dans l'accouchement instrumental, il reste un point d'interrogation. Mais ce point d'interrogation, il est surtout sous-tendu par une littérature qui nous vient principalement de l'autre pays du fromage qu'est la Hollande. Donc j'aime bien le fromage hollandais, mais j'aime pas ces recommandations hollandaises qui veulent nous faire croire qu'il faut faire une épisiotomie, alors qu'ils font 90% d'épisiotomie quand ils font un accouchement instrumental. Donc moi, mon hypothèse, c'est dans 10% des cas, pourquoi vous ne faites pas une épisiotomie? Parce qu'il y a zéro contrôle du périnée. Et on sait que quand il n'y a pas de contrôle du périnée, c'est un risque effectivement de lésion du sphincter. Parce que dans notre formation, on nous a toujours expliqué que l'épisiotomie protégeait contre un éventuel prolapsus. C'est faux. C'était ancien, là, les gens sont presque retraités maintenant. C'est comme à Flelou, c'était avant ça. Non, vraiment, très clairement. Les recommandations ont été remises à jour au niveau du collège. Les premières datent de 2005. Déjà, on disait il faut baisser les épisiotomies.
très clair, ça fait 20 ans qu'on est dans cette démarche de baisser les épisiotomies. Oh, c'était super. Marie Navarro, qui nous parle des grossesses non planifiées dans les situations qui aboutissent à des morts maternelles. Oui. Donc, bonjour à tous, moi je vais vous parler donc, de mon travail de thèse qui a été encadré par l'équipe Épopée de l'INSERM et qui porte donc sur les grossesses non planifiées parmi les femmes décédées de mort maternelle en France, et c'est une analyse des données nationales entre 2007 et 2015. Alors d'abord la mortalité maternelle en France, donc sur la période 2013-2015 on a 262 décès, ce qui est plutôt stable depuis 2007 et ce qui représente un maternal mortality ratio qui est le nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes à 10,8 à 1 an, soit un décès tous les 4 jours environ et 90 décès par an. Le chiffre important à retenir, c'est que 58% de ces décès sont encore considérés comme évitables. Donc évidemment, il y a des disparités entre les femmes et au niveau territorial, avec des facteurs de risque de mort maternelle tels que l'âge maternel, le fait d'être une femme migrante, les femmes résidant dans les départements d'outre-mer ou par exemple les patientes obèses. Les principales causes de décès maternels en France actuellement sont les maladies cardiovasculaires et le suicide, avec par contre une franche régression des décès après une hémorragie obstétricale. Donc nous sommes intéressés aux grossesses non planifiées qui sont le reflet d'un manque à combler en termes de couverture contraceptive. Ce sont les grossesses définies comme des grossesses imprévues, survenues plus de 2 ans avant la date souhaitée, non désirées ou les contextes de demande d'IVG. Dans le monde, elles représentent 48% des grossesses, soit 121 millions de grossesses par an. En Europe, c'est un petit peu moins, aux alentours de 34%, et surtout, on a une diminution depuis les années 90, avec l'amélioration justement de la contraception et une diminution donc de 30%. Les facteurs de risque de grossesse non planifiée, ce sont surtout chez les femmes multigravides, avec un faible niveau d'éducation ou de revenus, plutôt des femmes célibataires ou vivant seules, avec des antécédents de toxicomanie, de violence conjugale ou déjà de grossesse non planifiée. On sait que globalement, ce sont des grossesses plus à risque, avec plus de stress pendant la grossesse, un moins bon suivi, des comportements à risque et plus de complications au moment de l'accouchement et des paramètres néonataux qui sont souvent moins bons. Donc nous, le but de cette analyse, c'était de quantifier et étudier ces grossesses non planifiées parmi les morts maternelles, rechercher des facteurs d'évitabilité et potentiellement améliorer leur prise en charge. En soi, étudier si le contexte de survenue d'une grossesse pouvait avoir des répercussions sur son déroulement et jusqu'à des complications les plus sévères comme la mort maternelle. Alors, il faut savoir que pour chaque décès de mort maternelle en France, il y a une enquête qui est menée avec un binôme d'assesseurs qui va aller enquêter sur les caractéristiques de la femme et les circonstances de décès. Il remplit un questionnaire standardisé qui est rassemblé par l'équipe Épopée de l'INSERM et ensuite qui est revu par un comité d'experts, d'une quinzaine d'experts, donc de gynécologues, d'anesthésistes, parfois de psychiatres ou de médecins légistes, qui vont étudier le cas et voir s'il y avait des choses qu'on aurait pu ou dû faire différemment pour essayer d'en tirer des améliorations pour la prise en charge globale des femmes dans le pays. Donc c'est une étude descriptive rétrospective nationale à partir des 770 dossiers donc de mort maternelle entre 2007 et 2015. Et donc nous avons inclus 57 patientes qui répondaient pour nous, qui avaient des caractéristiques qui répondaient à la définition de grossesse non planifiée. Donc soit un contexte d'IVG, soit un déni de grossesse, une grossesse non désirée, une grossesse cachée ou une grossesse sous contraception. Ensuite, nous les avons divisés en 2 groupes pour étudier à part les décès post-IVG et notamment pour vérifier la sécurité des protocoles en vigueur dans notre pays concernant l'IVG. Et un second groupe donc, de 42 patientes du reste des grossesses non planifiées. Au total, ces patientes, elles représentaient 7,4% des morts maternelles sur la période. Alors, leurs caractéristiques, elles étaient âgées donc de 15 à 44 ans, un quart était né à l'étranger.
On avait des marqueurs de précarité très importants, avec 45% de contexte social défavorable, 58% de chômage. Et dans leurs antécédents, on avait 2 traits caractéristiques. Tout d'abord, des forts antécédents psychiatriques, avec 32% de consommation de toxiques, 34% de pathologies psychiatriques. Un quart avait dans leurs antécédents un syndrome dépressif. Et on avait aussi des patientes qui avaient des maladies chroniques pour 32%, et dont 4 avaient notamment des grossesses médicalement déconseillées. Alors au niveau des résultats, donc pour le premier groupe, les décès post-IVG, donc déjà on confirme que c'est une complication très rare, puisque sur la période 2007-2015, il y a eu un décès pour 112 000 IVG en France. Les 2 principales causes de décès sont l'hémorragie et le suicide. Et 2 tiers de ces décès ont lieu de façon précoce, donc dans les 42 jours qui suivent l'IVG, et même pour un tiers dans les 7 jours qui suivent l'IVG. L'évitabilité dans ce groupe, elle est très faible, puisqu'on a 2 décès sur 15 qui ont été jugés peut-être évitables, donc par le comité d'experts qui revoit les dossiers. Dans le reste des grossesses non planifiées, donc tout d'abord 60% des décès ont lieu en postpartum, avec une évitabilité qui par contre là est très élevée. 71% des décès ont été jugés évitables ou peut-être évitables, avec 3 causes de décès principales, le suicide, l'infection ou la décompensation d'une maladie chronique. Alors on voit que l'évitabilité, elle est différente en fonction de l'étiologie du décès, et notamment par exemple dans le groupe des suicides, où 6 patientes sur 9 ont un décès qui a été jugé évitable ou peut-être évitable. L'intégralité de ces patientes avaient des antécédents psychiatriques et 80% avaient un antécédent de syndrome dépressif. De même, dans la décompensation des maladies chroniques, un tiers avait une grossesse qui était médicalement déconseillée. Donc ensuite, les experts ils classent aussi les facteurs d'évitabilité selon 3 types, selon qu'ils sont liés à l'organisation des soins, au contenu des soins ou à l'interaction de la patiente avec le système de soins. Pour l'ensemble des morts maternelles sur la période 2013-2015, on voit que les facteurs d'évitabilité sont surtout en lien avec le contenu des soins, donc plutôt des erreurs médicales. Dans notre sous-groupe, la part des facteurs d'évitabilité en lien avec l'interaction de la patiente avec le système de soins, qui se fait donc de façon dysfonctionnelle, était bien plus importante. Et ça, surtout en lien avec la vulnérabilité sociale, le recours aux soins et au suivi insuffisant avant et pendant la grossesse. Avant, avec par exemple des maladies chroniques non suivies ou déséquilibrées au moment de la grossesse, et pendant la grossesse, on a aussi observé un taux de suivi de grossesse bien inférieur au reste des parturientes. Alors, les forces de cette étude, c'est d'abord son sujet qui est assez original et qui regroupe donc 57 cas sur une durée prolongée, 2007 à 2015, avec une collecte standardisée des données et nationale. Les limites, c'est quand même une sous-estimation des grossesses non planifiées, puisque ce n'était pas dans le questionnaire standardisé rempli par les assesseurs qui étudient ces décès. C'est des données rétrospectives et ça reste quand même un effectif limité. Les perspectives pour la suite, donc au niveau préconceptionnel, je pense qu'il est important de cibler les femmes à risque de grossesse non planifiée pour valoriser au maximum l'éducation à la sexualité et à la contraception, et proposer évidemment une consultation préconceptionnelle précoce, surtout dans les cas où il y a des maladies chroniques. Pour le parcours obstétrical et IVG, de même, dépister précocement ces grossesses non planifiées, faciliter au maximum l'interaction avec le système de soins, puisqu'on voit que dans l'évitabilité, c'est ce qui ressort particulièrement dans ce groupe, faire en sorte d'avoir une prise en charge globale avec un maillage des différents intervenants, et surtout ne pas sous-estimer l'évaluation du risque psychiatrique, avec peut-être des soins en postpartum un peu plus prolongés, puisqu'on voit que les décès ont majoritairement lieu à cette période-là, et valoriser au maximum la consultation post-IVG également. Voilà, merci de votre attention. Alors, est-ce que cette étude fait poser des questions ? Tout d'abord, il faut féliciter tous les gens qui travaillent sur le sujet, parce que c'est un gros travail d'investigation et c'est absolument nécessaire. Alors juste quand même une petite remarque, vous dites que c'était un cas de décès pour 120 000 à peu près IVG ? 112 000. 112 000, ouais, donc ça fait à peu près 2,5 décès sur une casuistique de pratique annuelle. C'est pas complètement nul non plus. Non, hein. c'est sûr. Merci, on va
passer du coup à la communication suivante. Alors, on va nous afficher le listing sans doute. Ah, ok, nickel. Donc c'est Alexandre Tournier, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais vous présenter l'évaluation des bénéfices et des risques du clampage tardif dans les cas d'alloïmisation fœto-maternelle érythrocytaire. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée au CHU de Lille avec le professeur Garabédian, qui est rétrospective et qui comparait avant et après 2009, l'année où on a mis de façon systématique, on a débuté un clampage tardif dans ces cas-là. Donc, en fait, les bénéfices du clampage tardif ne sont plus discutés dans la population générale, où on a des grosses revues de la littérature qui ont montré qu'il y avait une diminution des transfusions sanguines et de la mortalité chez les prématurés. Donc, c'est une étude de la Cochrane sur à peu près 6000 patients. Et à terme, avec une augmentation de l'hémoglobine néonatale et une diminution des déficits en fer à 3 à 6 mois. Donc, pareil, une revue de la Cochrane. Il y a également une étude randomisée qui suggérait que ça pouvait augmenter les scores sociaux et de motricité fine à 4 ans sur 200 enfants. La problématique dans l'alloïmisation, c'est que donc les anticorps sont également transmis lors de ce clampage tardif et que ça pourrait augmenter le risque, ça augmente l'hémolyse et donc avec un risque d'aggravation de l'anémie et lors de la liste de l'hémoglobine, d'hyperbilirubinémie et ses conséquences potentielles neurologiques. Voilà. Donc dans l'alloïmisation, le clampage tardif est la norme dans la plupart des centres. Dans la littérature, dans ce cas particulier, il y a peu de données. Il y a notamment 2 études qui regardaient dans l'alloïmisation érythrocytaire. Une réalisée par notre centre en 2016 dans les cas graves de transfusion in utero et surtout en postnatal immédiat, et une randomisée par Saou en Inde qui retrouvait une augmentation du volume sanguin. C'est la seule chose qui était retrouvée donc sur 70 enfants après clampage tardif. Les 2 études, une des choses positives, c'est qu'elles ne retrouvaient pas d'augmentation de la bilirubinémie après clampage tardif dans la population de clampage tardif. Notre hypothèse, c'était que ce clampage tardif serait une première transfusion néonatale, qu'elle permettrait d'augmenter l'hémoglobine et de potentiellement diminuer les transfusions postnatales chez ces enfants. Et c'est pour ça que l'équipe, en discutant entre les pédiatres et l'équipe d'obstétrique, avait décidé à partir de 2009 de systématiser le clampage tardif dans ces populations d'alloïmisation. Et donc là, notre objectif dans cette étude, c'était d'évaluer les bénéfices et les risques, et en prenant comme critère de jugement principal le nombre d'exsanguinotransfusions ou le nombre de transfusions postnatales sur un recueil de 4 mois de vie, puisque le processus hémolytique dure environ 3 mois. On avait inclus du coup tous les nouveau-nés alloïmisés, anti-Rhésus et anti-Kel, qui sont les 2 principales alloïmisations à risque de transfusion, de 2003 à 2018, en excluant les grossesses multiples et les morts in utero. Et on avait également regardé les critères de jugement secondaire qui étaient le taux de transfusion, donc le nombre de bébés transfusés, l'hémoglobine à la naissance et le délai après la première transfusion, ça notamment pour l'efficacité du clampage tardif, et pour la tolérance, la bilirubinémie maximale ainsi que le nombre d'heures de photothérapie par nouveau-né. On a du coup 125 patients, 125 nouveau-nés dans le groupe clampage immédiat et 99 dans le groupe clampage tardif. Et quand on regarde les caractéristiques de notre population, elles ne sont pas parfaitement comparables, avec notamment dans le groupe de clampage tardif un peu plus
d'anémie sévère et donc de gravité, donc anémie prénatale sévère ou de transfusion in utero, ce qui a probablement entraîné une augmentation également du déclenchement et de l'âge gestationnel à la naissance qui était plus faible dans le groupe de clampage tardif. À noter qu'il y avait 3 décès dans le groupe de clampage immédiat et aucun dans le groupe de clampage tardif, mais ce n'était pas analysable. Et quand on fait donc l'analyse en population, sur toute la population, les 2 seuls critères qui ressortaient, c'était l'hémoglobine à la naissance et le délai de première transfusion. Notre nombre total d'exsanguinotransfusions ou de transfusions était comparable entre les 2 groupes, donc il n'y avait pas de différence significative, ni les taux de transfusion ou d'exsanguinotransfusion, donc le nombre de bébés ayant reçu la transfusion. Donc il y avait une augmentation de l'hémoglobine de 1,7 g par décilitre pour les bébés qui avaient un clampage tardif et un délai de première transfusion décalé donc de 8 jours à peu près, avec un risque relatif à 1,50, sans différence sur le nombre d'heures de photothérapie ni sur la bilirubinémie maximale. Après, on s'est intéressé un peu plus particulièrement aux cas les plus sévères de notre population, qui étaient les cas avec une transfusion in utero. Quand on prenait donc, cette population, on avait 42 dans le groupe de clampage immédiat et 56 dans le groupe de clampage tardif. Et dans ce groupe de sévérité augmentée, on retrouvait une différence dans le nombre d'exsanguinotransfusions et de transfusions, avec une transfusion de plus en cas de clampage immédiat et un risque relatif à 0,72. Et dans le nombre de bébés qui avaient reçu une exsanguinotransfusion, on en avait 57% en cas de clampage immédiat et 32% en cas de clampage tardif, ce qui était également significatif avec un autre ratio à 0,36. Là, on retrouvait de la même façon l'hémoglobine à la naissance qui était plus élevée en cas de clampage tardif de 2,3 g par décilitre et le délai décalé d'à peu près 6 jours en cas de clampage tardif avec un risque relatif à 1,84. De même, le nombre d'heures de photothérapie était similaire entre les 2 groupes et la bilirubinémie maximale était également non significative, même si elle était très légèrement augmentée en cas de clampage tardif. Donc si on regarde un petit peu nos conclusions, c'est qu'on avait une augmentation de l'hémoglobine à la naissance, quelle que soit la sévérité, et des transfusions qui sont programmées donc, avec une semaine de délai, donc moins morbides, et notre diminution du taux d'exsanguinotransfusion, ce n'est pas quelque chose de négligeable parce qu'il y a une morbidité qui va de 5 à 74% dans les études et une mortalité de 0,3 à 10% selon 0,3% pour à terme et 10% en cas de prématurité, qui est également décrite dans les études. Pour la photothérapie, c'est assez discuté lié pour tout ce qui est hyperbilirubinémie, c'est assez discuté selon les études en population générale, mais dans les études sur le sujet, on ne retrouvait pas d'augmentation de la bilirubinémie en cas de clampage tardif, ce que nous, on a retrouvé dans cette étude-là. Donc, nous, la conclusion globale, c'était qu'on retrouvait plutôt des bénéfices en termes d'hémoglobine, de délai de première transfusion. Il faut rester méfiant sur le risque d'ictère, donc ne recommander que si la prise en charge peut être optimale dans les centres, et les perspectives seront en fonction du temps, pourraient être idéalement en fonction du temps de clampage tardif et de la bénéfice hémoglobine vs bilirubinémie. Merci pour votre attention. Ok, juste une question, un commentaire, une remarque. C'est quoi le clampage tardif pour vous? Alors, c'est après minuit? Pardon. C'était plutôt 30, on a certaines fois c'est 30 secondes au début dans les années. Définition, hein. Ouais. C'est tout le problème de ces études-là. Et en fin, c'était 60 secondes. Ouais, okay. En fait, 2009 autour de 30 secondes. Et aujourd'hui, on est plutôt à 45-60 secondes, quoi. On est à 1 minute. 1 minute, ouais. Ok. Alors, juste une toute petite question, parce que sinon...
Moi, je peux poser une question. Bonjour, merci. Dans notre hôpital, on participe à un don de sang de cordon pour élaborer des traitements pour les gens qui ont des leucémies. Et on se rend compte que dans la population, alors ce n'est pas des bébés avec des alloimmunisations, mais dans la population générale, de plus en plus, les patientes nous demandent un clampage tardif, ce qui du coup nous fait en fait sortir la patiente du protocole de recueil. Mais si vous dites que c'est très important cette notion de temps, parce que 60 secondes après la naissance, nous, le recueil pour un don de sang de cordon, on le fait après, enfin, je pense que c'est réalisé 2 minutes après la naissance, donc ça veut dire que c'est compatible avec un don de sang de cordon, alors que ce qui fait penser en ce moment, c'est que les patients disent bah non, je ne souhaite pas participer au don de sang de cordon parce que je souhaiterais un clampage tardif. Vous me confirmez que je peux leur dire, en fait, les deux sont possibles, vous aurez les bénéfices du clampage tardif et celui d'avoir donné pour la recherche? Oui, bien sûr, vous pouvez leur dire ça. Et en plus, il y a une alternative au clampage tardif qui est très bien étudiée dans la littérature. Maintenant, c'est le milking. Et c'est vrai que ces 4 strippings, c'est extrêmement rapide, ça vous prend 10 secondes. Et c'est en termes chez l'enfant à terme, en tout cas pas chez le grand préma, puisqu'il y a une discussion chez le grand préma. Mais chez l'enfant à terme, ça donne exactement les mêmes résultats que le clampage tardif et c'est beaucoup plus rapide. Et donc, si vous faites une épisiotomie, faites du milking parce que ça saigne le périnée maternel. Si vous ne faites pas d'épisiotomie, faites du clampage tardif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à Louise maintenant, qui va fermer la session et on sera quasiment dans les temps si tu tiens ton temps de parole, Louise. Donc, tu as un gros challenge et tu vas nous parler de la prise en charge des patientes enceintes porteuses de cardiopathie. Oui. Donc, bonjour à tous, donc Louise Guéquer, je suis obstétricienne au CHRU de Lille. Donc, je remercie l'organisation du congrès de me permettre de vous présenter ce travail réalisé par l'équipe Cœur et Grossesse du CHRU de Lille, donc sur la prise en charge des patientes enceintes porteuses de cardiopathie par une équipe cardio-obstétricale. Donc, c'est une étude de cohorte au sein du CHRU de Lille. Donc pour commencer, vous savez qu'actuellement, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès maternel dans les pays développés, avec donc récemment, selon le dernier rapport de mortalité maternelle, en France, ça représente 13,7% des décès, et donc c'est la première cause de décès maternel. Donc les pathologies cardiovasculaires ne sont pas rares, elles concernent 1 à 4% des grossesses, et leur incidence est en augmentation. Pourquoi ? Parce que la population a des facteurs de risque de plus en plus importants, avec une obésité, plus de facteurs cardiovasculaires, un âge maternel qui augmente, et également car on sait qu'on a actuellement une augmentation des cardiopathies congénitales, car de plus en plus de cardiopathies congénitales atteignent actuellement l'âge adulte et donc ont des grossesses. Le problème, c'est que dans ce dernier rapport de mortalité maternelle, pour les décès d'origine cardiovasculaire, les soins étaient non optimaux dans 72% des cas et dans 66% des cas probablement ou peut-être évitables. Si on regarde ici une autre étude publiée dans l'American College de cardiologie, parmi leurs taux d'événements cardiaques graves pendant la grossesse, qui représentait 3,6%, on avait à peu près 50% de ces événements cardio-graves qui étaient évitables. Alors que faire ? Bien, il y a des recommandations. En 2018, donc, la Société européenne de cardiologie a émis des recommandations pour la prise en charge des patientes ayant une cardiopathie maternelle. Et donc, il est recommandé que dans les structures hospitalières s'organisent des teams cœur et grossesse, des teams cardiologiques et obstétricales pour la prise en charge de ces patientes. Donc, ces teams, elles doivent comprendre plusieurs personnes, des obstétriciens, des cardiologues, des anesthésistes, des généticiens, des pharmaciens, des sages-femmes. Et donc, ces équipes doivent se réunir plusieurs fois pour une patiente, avant la grossesse pour définir leur projet de grossesse, mais également au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement pour définir le plan d'accouchement et également définir le plan du postpartum. Donc, nous avons mis en place cette équipe au CHRU de Lille depuis 2017. Et donc, l'objectif de cette étude était de décrire la prise en charge cardiologique et obstétricale de ces patientes porteuses d'une cardiopathie, donc au sein de notre réseau Cœur et Grossesse, mis en place depuis 2017.
Donc c'est une étude observationnelle, donc une cohorte rétrospective monocentrique. Donc toutes les patientes prises en charge dans le cadre du réseau cœur et grossesse ont été incluses dans cette étude. Et donc là, nous avons pour cette étude recueilli les patientes donc, de juin 2017 à l'ouverture donc, de cette RCP cœur et grossesse et jusque novembre 2017. Donc les patientes sont présentées, les dossiers des patientes sont présentés donc tous les mois à une RCP, donc cœur et grossesse, où se réunissent les cardiologues, les anesthésistes, les obstétriciens. On a aussi des généticiens, des pharmaciens qui sont avec nous lors de ces réunions. Nous avons recueilli pour cette cohorte donc les données inhérentes à la patiente, les données concernant la cardiopathie, la grossesse et l'accouchement, et le suivi de ces patientes a été réalisé jusqu'à 1 an pour cette cohorte. Donc, au niveau de la cardiopathie, donc, ce qui a été recueilli, c'est notamment le type de cardiopathie. Donc, est-ce qu'elles sont valvulaires, des orthopathies, les cardiopathies congénitales, et également le score OMS et le score CARPREG, donc qui sont 2 scores de sévérité de la cardiopathie qu'on peut retrouver facilement dans la littérature. Donc, avec le score OMS qui va de 1 pour des cardiopathies légères à 4 pour des cardiopathies sévères avec des grossesses normalement contre-indiquées. Et le score de CARPREG, donc, qui commence donc, à partir de 3, considère la patiente à risque d'événement cardiaque. Au niveau de la grossesse, nous avons recueilli l'issue obstétricale et l'issue néonatale. Et ensuite, nous avons recueilli donc, les événements cardiaques graves donc, au moment de la grossesse et dans l'année qui suit l'accouchement. Et ces événements cardiaques graves donc, ont été définis par le décès de la patiente, une transplantation cardiaque, la mise en place d'assistance circulatoire, les troubles du rythme ventriculaire, les insuffisances cardiaques aiguës, les AVC et les hospitalisations non programmées. Donc au total, 209 grossesses consécutives ont été incluses dans notre cohorte pour 202 patientes. L'âge moyen des patients était de 30,9. Donc on avait une population présentant des facteurs de risque cardiovasculaire avec un IMC supérieur à 25 dans 45% des cas, 8% d'HTA chronique et 15% de diabète gestationnel. Au niveau du type de cardiopathie de nos patientes, donc les cardiopathies les plus représentées étaient les valvulopathies. Ensuite, on retrouvait les cardiopathies rythmogènes et enfin les cardiopathies congénitales. Donc ça, elles étaient quand même à peu près équilibrées. 25% de nos patientes avaient un antécédent de chirurgie cardiaque. Et au niveau des traitements qu'elles prenaient, donc on remarque qu'à peu près 25% de nos patientes avaient une héparinothérapie curative ou préventive et qu'à peu près 25%, 26,8% étaient sous bêta-bloquants. Les cardiopathie étaient connues dans 84% des cas et donc découvertes en cours de grossesse dans 14% des cas et notamment donc au 3e trimestre pour 4,3% des cas. Donc on avait globalement une population à risque au sein, en tout cas pour le risque par rapport à la cardiopathie, donc avec 45% de nos patientes qui étaient classées avec un score OMS supérieur à 2. Donc à partir de 2-3, on est dans un risque quand même important de complications cardiaques pendant la grossesse. Donc ça représentait 45% de nos patientes. On avait 19% de nos patientes qui étaient classées un score OMS supérieur à 3. Et si on regarde le score CARPREG, donc ce qui est le score prédictif d'événements cardiaques pendant la grossesse, on avait 66% de nos patientes qui avaient un score CARPREG supérieur à 2. Au niveau de l'issue obstétricale, donc on avait un taux de prématurité de 20,1% dans notre étude, donc 3,1% entre 28 et 32 semaines. Le mode d'accouchement était de 40% des cas par césarienne. Et si on regarde la répartition de ce taux de césarienne, on voit que c'est notamment pour les patients donc, au risque cardiaque, donc les OMS 3 et les OMS 4, où ce taux de césarienne était important. On avait un taux d'hémorragie du postpartum aussi qui était élevé, qui était de 20,4%. Pour, dans notre centre, plutôt aux alentours de 10%. Au niveau de l'issue cardiologique, donc pendant la grossesse et dans l'année qui suit la grossesse, on a eu 25 événements cardiovasculaires graves, ce qui représentait 10,6% de toute notre population. 14 de ces événements sont survenus pendant la grossesse, avec 11 épisodes d'insuffisance cardiaque, 2 embolies pulmonaires et un AVC. Et dans le suivi à 1 an, on avait 11 événements, donc 5,2%, donc ce qui montre bien que les patientes se compliquent pendant la grossesse, mais que le postpartum est aussi une période à risque pour ces patientes.
dont 3 décès survenus en postpartum qui concernaient des patientes classées OMS4, donc des patientes à haut risque, et qui avaient été prises en charge tardivement pendant la grossesse, donc pas suivies depuis le début au niveau cardiologique et obstétrical. Donc ça, on a ici un peu la répartition. Donc, dans le suivi de l'année, donc c'est notamment les patientes OMS 3 et 4 qui ont présenté des complications, des événements cardiologiques graves. Donc en conclusion, si on regarde par rapport à la littérature, on a quand même au final dans cette cohorte de patientes qui a haut risque, peu d'événements cardiovasculaires graves. 14 sont survenus au moment de la grossesse et 11 dans l'année qui suit l'accouchement, soit au total 10,6% des grossesses. Notre taux d'hémorragie du postpartum, il est de 20,4% dans cette population avec un taux élevé de césarienne. Et donc on voit l'intérêt de la prise en charge multidisciplinaire par une équipe cardio-obstétricale anesthésique pour améliorer le pronostic de ces patientes atteintes de cardiopathie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce beau travail, cette initiative qui marche bien dans un centre avec un gros volume, gros recrutement. Parfait, on va pas laisser de place aux questions parce qu'on est un peu en retard et on ne veut pas pénaliser la session suivante. En tout cas, bravo à tous, merci pour vos contributions et puis qu'on puisse continuer comme ça. Oui, félicitations à tous les intervenants. Et en plus, je vous rappelle qu'on a commencé avec près de 25 minutes de retard, alors qu'on termine 2 minutes avant la session suivante. Donc bravo et merci.